Bonsoir, bienvenue à tous. Je suis Nathalie Bernard, je suis fondatrice de l'agence Hopscotch que j'ai dirigée pendant 20 ans et que j'ai quittée fin février, également contributrice au réseau des agences au sein de Comment. À mes côtés, donc, Yona et Mylène. Mylène est cofondatrice et directrice de l'agence Macassar. Bonsoir. Yona est directrice de l'agence Madra Editing. Elles ont Bonsoir. préparé avec moi cette soirée, avec l'aide précieuse, évidemment, d'Audrey Roche chez Comment. Nous sommes toutes les trois très heureuses de vous accueillir pour ce webinaire en mode kit de survie des agences à l'ère de la pandémie. Aujourd'hui, plus que jamais, les modèles économiques des agences et leur existence même sont menacés. Nous allons donc nous demander ensemble comment les agences peuvent encore être rentables et surtout survivre, non seulement en ces temps de pandémie, mais évidemment bien au-delà. La dégradation de la rentabilité des agences ne date pas d'hier. Dès 2018, la CC avait publié une étude qui était déjà assez alarmante, puisque en l'espace de 8 ans, la marge brute des agences avait progressé de 26%, soit une moyenne de 2,9% par an, alors que leurs coûts, dans le même temps, avaient augmenté de 30%, soit 3,5% par an. On comprend bien que la poursuite de la dynamique de ces deux courbes, lorsqu'elles en viennent à se croiser, annonce un désastre pour toute notre profession. Cette même étude faisait d'ailleurs état de la charge de travail par équivalent temps plein, qui sur cette même période avait augmenté de 22%, à rémunération constante, soit environ 50 000 € par équivalent temps plein. On voit bien que l'exploitation aussi traduisait déjà une paupérisation de notre profession. Si besoin était, ceux qui ont ouvert Stratégie aujourd'hui ont pu découvrir le classement des 500 de Stratégie. Et l'étude Altares qui a été publiée indique qu'entre 2017 et 2018, le résultat net cumulé des 500 premières agences est passé de 1,2 milliard à 232 millions, avec une progression du revenu de 1%. Donc on voit que ça fait plus de 80% de chute, et on peut légitimement imaginer que la crise récente n'a fait qu'amplifier une trajectoire pour le moins mortifère. Bon, j'ai fini de vous plomber le moral, on n'est pas là pour ça, mais c'est juste pour vous dire que le sujet est quand même à l'ordre du jour, et on est plus là pour trouver des solutions, des leviers, Restez. Voilà, Restez. survivre et trouver des opportunités afin que voilà, chacune et chacun d'entre nous essaie d'enrayer ces tendances, somme toute, assez peu réjouissantes. Voilà. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous avons réuni 4 intervenantes et intervenants que je vais laisser se présenter individuellement en une petite minute. Alors, je vais les laisser arriver. Voilà. Il nous manque encore une intervenante. Eh ben, Elisabeth, vas-y, commence. Bonsoir à tous. Donc, je suis Elisabeth Johnston. J'ai fondé un cabinet de formation qui s'adresse au monde de la communication, de la publicité, des médias. Et on est spécialisé, en tout cas, on intervient très fortement sur tout ce qui est relations clients et surtout négociation financière, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Messieurs. Pierre Hubert. Allez, j'y vais. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Pierre Hubert Meillac. Je suis directeur général de l'agence Ogilvy Paris. Donc, Ogilvy, on est une agence qui fait partie d'un réseau, Ogilvy mondial, et qui fait partie également du groupe WPP. Voilà, et donc Ogilvy, on est à peu près 250 personnes à Paris, organisées autour de plusieurs métiers, puisqu'on est une agence intégrée, métier historique de la publicité, branding et advertising, auxquels viennent s'ajouter les métiers du customer engagement, les métiers du consulting, les métiers des PR et de l'influence. Voilà. Et à titre professionnel et personnel, je dirige la partie PR et influence, donc qui englobe tous les sujets qu'on aurait appelés hors média il y a quelque temps, mais qui aujourd'hui font appel également à du média. Bonsoir à tout le monde.
Voilà, donc Pierre Hubert apportera un témoignage agence. Ruben? Bonsoir, je suis Ruben Arnold, je suis directeur associé de l'agence Mots-Clés, qui est une agence de communication d'influence. Et j'ai commencé ma carrière dans le conseil en stratégie d'entreprise et en direction générale chez McKinsey. Et j'ai bifurqué vers l'entrepreneuriat il y a une petite demi-douzaine d'années, où j'ai cofondé donc, une start-up dans la collaboration sur les data qui fait de la segmentation marketing et l'agence Mots-Clés, une agence aussi de recrutement qui s'appelle Spike. Bien. Je crois que Caroline Cordier a visiblement quelques soucis de connexion pour nous rejoindre. Oui, alors en effet, effectivement, il y a des petits soucis techniques. Donc, j'ai Caroline au téléphone. On va être agile. Donc, j'espère que ça va être confortable. Caroline, on t'entend, tu es en haut-parleur. Bien, bonjour, bonsoir à tout le monde. Je suis navrée que la technologie, en tout cas, je pense que c'est un peu plus de mon côté que du vôtre, nous fasse défaut. Je suis Caroline Cordier, je suis déléguée à la communication d'une institution publique, CERS, le Haut Conseil de l'évaluation de l'enseignement supérieur. C'est une autorité administrative indépendante, au même titre que la CNIL ou le CSA, que vous connaissez certainement. Et évaluer la qualité des établissements d'enseignement supérieur, leur formation et leur recherche. Bien, merci à tous Caroline. Les quatre d'être... Je m'entends là par contre. Merci à tous les quatre d'être là ce soir et d'avoir accepté de partager en toute transparence vos enjeux, vos difficultés, vos pistes de solutions et de succès. Nous devions également avoir en plateau ce soir Sophie Ansnap, fondatrice et directrice de l'agence Casoar. Elle est malheureusement souffrante, elle n'a pas de problème de connexion et vous prie de l'excuser, elle est vraiment désolée de ne pouvoir être parmi nous. Vous avez un onglet dédié aux questions sur votre écran sur la partie droite. Merci d'utiliser ce canal plutôt que le chat pour poser vos questions. Pour des raisons techniques, là encore, on va collecter les questions. Donc, c'est Mylène, que vous avez vu tout à l'heure, qui s'en chargera et qui les posera à la fin de l'ensemble des interventions à nos intervenants. Voilà, donc, rentrons dans le vif du sujet, puisque, quelles que soient les circonstances, on sait que les modèles économiques des agences reposent sur quelques fondamentaux économiques, on va dire, invariants. Il nous a donc semblé essentiel de les rappeler ici avant de pouvoir faire émerger des pistes de solutions. Et qui mieux que Elisabeth Johnson pour en parler. Nous sommes ravis qu'elle ait accepté de partager son expertise avec nous ce soir. Elisabeth, c'est à toi. Alors, Elisabeth lance sa présentation. Je suis sûre qu'elle va y arriver. Voilà, c'est magnifique. Voilà, tout à fait. Donc, on va regarder un peu comment on peut encore gagner sa vie en tant qu'agence et on va commencer par un zoom sur le modèle économique. On va se poser juste une seconde la question de savoir si on sait bien faire la différence entre chiffre d'affaires, marge brute, marge nette, résultat net. Donc, je vous laisse quelques secondes pour essayer de vous remémorer la différence entre ces différents KPI qui sont extrêmement importants et qu'il faut qu'on ait en tête de façon assez alerte pour pouvoir jouer avec ces informations. Donc, chiffre d'affaires, assez évident, somme des ventes, c'est toute la facturation client. Okay. La marge brute, je dois retirer du chiffre d'affaires tous les achats que je n'ai effectués que parce que j'ai ce dossier ou ce client. Dès lors que j'achète pour le compte d'un client ou pour tel ou tel dossier, je retire ce montant-là du chiffre d'affaires et ça me donne la marge brute. La marge nette, je prends ma marge brute et je vais retirer de cette marge brute les salaires chargés correspondant au temps passé par les opérationnels quand ils sont affectés à un client. D'accord ? Donc, je ne retire ni le temps, ni les salaires chargés correspondant au temps passé par les opérationnels quand ils sont sur des actions transverses, support, ou quand ils sont sur de la compétition perdue.
D'accord? Et je ne retire pas non plus les salaires des fonctions transverses, des fonctions support. Et résultat net, eh bien, je reprends cette marge nette et je retire les salaires chargés correspondant au temps passé par les opérationnels quand ils ne sont pas revendus à des clients, les fonctions support, le loyer, tous les autres achats que j'effectue au titre de l'agence et non plus en raison de la présence d'un client ou d'un projet. Okay? Donc voilà, c'est 4 petits indicateurs qu'il faut qu'on ait de façon assez alerte en tête. Alors, maintenant, on va regarder comment on calcule les taux jour des collaborateurs dans une structure de service et du coup, notamment dans les agences. Donc, on va prendre le salaire brut qu'on va multiplier par plus ou moins 3,53. Je vous montre comment on arrive à cet indicateur de 3,53. Si je suis un collaborateur d'agence et que je touche un salaire brut de 100 pendant que je suis en tant que collaborateur d'agence concrètement opérationnel sur le client X ou Y, okay, je vais toucher un salaire net de 78 et un salaire chargé de 150. Donc, en fait, ce qui est intéressant pour les collaborateurs, c'est d'avoir en tête que leur salaire net est à peu près x2 pour connaître le salaire chargé. Si jamais je suis refacturé à mon client 150, ça veut dire que je suis seule chez moi, sans ordinateur, sans téléphone, que je ne suis payée que quand je travaille. Quand je suis sur des compétitions perdues, je ne suis pas payée. Je n'ai pas d'informaticien, pas de comptable. Enfin, j'ai aucune organisation structurelle autour de moi. Je souhaite rajouter ça. C'est ce qu'on va appeler, on a 3 nominations, 3 différentes façons de nommer ces charges agences. C'est soit charge agence, overhead ou coûts indirects. D'accord ? Je fais à peu près x2 pour connaître, pour l'additionner à ces charges agences et du coup déterminer un coût de revient de 300. D'accord ? Si jamais j'étais refacturé 300 à mon client, ça veut dire que je suis refacturé sans faire de marge. Donc, les agences disent qu'elles souhaitent faire une marge de 15%, ce qui nécessite d'imputer un markup de 17,65 pour faire 15% de marge. Donc, je me retrouve avec un prix de vente client de 353. Et là, je retrouve l'indicateur que je vous avais indiqué tout à l'heure, qui est de salaire brut fois 3,53 ou salaire chargé fois 2,35. On prend celui qu'on veut, celui qui nous va bien. Quand les agences me donnent leurs chiffres, parce que quand je fais des formations dans les agences, il leur arrive de me donner leurs chiffres d'agence. Cet indicateur-là, il oscille entre 2,93 et 4, d'accord, par rapport à ce 3,53. Donc, on voit qu'avec 3,53, on est dans un montant médian d'agence. Donc, comment va réfléchir un financier? C'est si je veux embaucher un nouveau collaborateur à 3 000 bruts, il va falloir que je le revende 10 590 € par mois, tous les mois, 12 fois dans l'année. Donc, en fait, pour un salaire brut de 36 000 € par an, il faut que ce collaborateur soit facturé 127 080 € par an en plus pour accueillir cette embauche, rentabiliser cette embauche de ce nouveau collaborateur. Okay, donc, chaque collaborateur qui est à 3 000 € doit être revendu 127 080 € par an. Donc, fort de ces calculs et de ces informations, on se rend compte qu'on a une marge de négociation, puisqu'on fait une marge qui est assez faible en agence de 15%, on se rend compte qu'on a une marge de négociation à périmètre ISO qui est maximum de 5%. D'accord ? Donc, il faut qu'on ait cette marge en tête. Et moi, il m'arrive de voir dans certaines agences des négociations qui sont de 15, 20, voire plus de 20%. Donc, on voit bien qu'à périmètre ISO, on entame très rapidement la rentabilité et on s'attaque au coût de revient de l'entreprise. Donc, la rentabilité d'un projet il est positif. La rentabilité est positive si le temps passé vendu est supérieur ou égal au temps passé réel. Et la conclusion de cette information, c'est qu'il faut que tout salaire correspond à un achat extérieur. C'est-à-dire que trop souvent en agence, moi j'ai une espèce de leitmotiv de gens qui me disent « Oui, mais ça, Elisabeth, ça va parce que c'est fait en interne. » Ça ne va pas du tout parce que c'est fait en interne. Ce n'est pas parce que c'est fait en interne que ça ne coûte rien. Et l'autre
espèce de leitmotiv que je peux entendre, c'est oui, mais ça, j'étais obligée de le refacturer parce que je l'achète. Sous-entendu, si je ne l'achète pas, si c'est fait en interne, je suis moins obligée de le refacturer au client que si je l'ai acheté à l'extérieur. Donc ça, à nouveau, il faut qu'on ait en tête que tout travail effectué en interne doit obligatoirement être valorisé au même titre que s'il était externalisé. C'est extrêmement important de prendre conscience que tout travail fait en interne doit être refacturé comme s'il était acheté. Et donc, on est un peu tous des freelances, en fait, où on doit se revendre chacun au coût de revient plus marge de chaque collaborateur. Alors, Elisabeth, maintenant qu'on sait de quoi on parle et qu'on a vu quelles pouvaient être les erreurs les plus courantes qu'on a tous commis d'un moment ou à un autre, quels pourraient être les différents ou les principaux modèles de vente et selon toi, quels en sont les avantages et inconvénients? Ok, alors on va regarder effectivement, Nathalie, les deux principaux modes de rémunération, de vente ou de facturation qu'on peut proposer à nos clients. Il y en a d'autres, mais les deux principaux qu'on utilise le plus souvent en agence, c'est projet, mission, scope of work. Donc, c'est en fait quoi? Qu'est-ce que je vais délivrer à mon client pour combien? D'accord? Donc là, je facture, je suis rémunérée en fonction du périmètre du projet. Ça peut faire l'objet d'un contrat et être mensualisé, mais c'est quoi? D'accord? Quoi? Je facture un projet, une mission, pour combien? L'autre mode de rémunération ou de facturation que je peux proposer à mon client, c'est du temps passé. Donc là, en fait, je mets à disposition, c'est un mode de rémunération que je vois beaucoup moins souvent. Je mets à disposition, l'agence met à disposition une équipe sur un temps donné. D'accord? Ça nécessite effectivement du coup de traquer ce temps passé et de vendre ce temps passé au client à hauteur de celui qui est réellement dispensé et produit par les équipes. D'accord? Ce n'est pas un temps passé évalué, c'est un temps passé réellement effectué. Avantages, inconvénients des deux formules, selon toi? Alors, pour avantages et inconvénients, et puis à quel public s'adresse quelle information et comment on va l'utiliser, comment on va exploiter ces deux informations. En général, le scope, ce sont les opérationnels qui le demandent et qui veulent savoir ce que nous allons délivrer à ces opérationnels, donc chez l'annonceur, pour combien. Le temps passé, le plus souvent, ce sont les achats qui le demandent. Pourquoi? Pour avoir des indicateurs de comparaison d'une agence à l'autre. Le scope, on va pouvoir le détailler, le cadrer, contrôler, agir. On va pouvoir se mettre d'accord avec le client sur, c'est évident qu'on peut identifier le nombre de retours qu'on a fait, le nombre de pistes qu'on a présentées, le nombre de pistes qu'on a retravaillées. Toutes ces informations de scope, on peut les contrôler. Le temps passé, c'est du déclaratif, c'est-à-dire que comment l'évaluer, comment agir, comment le contrôler, si ce n'est à mettre quelqu'un derrière chaque collaborateur d'agence. Donc, on voit bien que sur le temps passé, c'est très déclaratif comme information. Le scope, c'est ce que nos clients achètent. Les clients des agences, ils achètent de la valeur et de la prestation. Ils achètent des campagnes, des projets, ils achètent un contenu. Okay. Ce que vendent les agences, les sociétés de services, c'est du temps passé. Mais c'est rarement ce que les clients achètent, sauf s'ils achètent du temps passé réellement dispensé. Le temps passé, il est nécessaire, il est indispensable pour construire la proposition, mais c'est rarement ce que les clients achètent. Donc, le scope va représenter la valeur, le temps passé va représenter le coût du projet. Ok. Il y a deux types de temps passé. Il y a du temps passé qui est visible. Voilà, mon client, il me voit en réunion, il me voit en train de faire ci ou ça, il me voit sur un événement. Là, c'est du temps passé visible. Et il y a également du temps passé masqué. Ce temps passé masqué, si je vends du scope, si je vends du projet et que je ne vends pas justement du temps passé déclaré, je vais devoir le marketer pour le rendre visible et expliquer à mon client pourquoi est-ce que je lui vends ce projet à tel montant en rendant visible ce temps passé masqué. Tu peux donner un exemple? Je fais travailler les créatifs sur ce projet
c'est du temps passé masqué. C'est les clients, ils ne me voient pas écrire mon brief de créa, ils ne me voient pas briefer les créatifs, ils ne me voient pas faire mes plans board, ils ne me voient pas sélectionner une parmi les 5 pistes que m'ont présentées les créatifs, etc., etc. Tout ce que je fais à l'agence sans que mes clients ne me voient est du temps passé masqué. Et c'est ce temps passé masqué que je vais devoir rendre visible si je suis sur un KPI de projet, mission ou scope of work que je vends à mon client. Ok. Il y a des choses que nous faisons que nos clients ne savent pas faire et auxquelles ils accordent une valeur ajoutée élevée. Et il y a ce que font les agences que les clients savent faire et auxquelles ils accordent une valeur ajoutée plus faible. Quand bien même, à partir du moment où c'est l'agence qui fait, que les clients sachent ou non le faire, il est important de pouvoir le valoriser et du coup le revendre à nos clients. Donc la conclusion, et quel que soit le mode de rémunération, à la conclusion de cette étape-là, c'est que la valeur doit toujours être supérieure ou égale à minima, mais supérieure au coût. D'accord ? Et le manque de rentabilité, c'est effectivement le fait que l'indicateur soit inversé. Bien. Eh bien, écoute, Elisabeth, merci beaucoup pour cette arithmétique très nécessaire et cet exposé tout à fait convaincant qui, je crois, suscite déjà de premières questions. Maintenant qu'on y voit plus clair sur les différents modèles, enfin sur quelques modèles possibles, et surtout sur la nécessité de la valeur de ce qu'on propose à nos clients, il nous semblait important de partager une expérience d'agence. Donc, Pierre Hubert, tu as accepté d'être l'un de nos grands témoins ce soir et aussi accepter la règle du jeu de livrer un discours de vérité sur des enjeux que nous connaissons tous, mais dont finalement on parle assez peu souvent. Et je commencerai par une première question, c'est comment ça se passe aujourd'hui dans une grande agence qui est aussi une agence de réseau comme Ogilvy? Eh bien, Nathalie, ça se passe, j'imagine, un peu comme partout. À savoir qu'on a pris des coups, on a souffert. On fera une année en dessous, bien sûr, des objectifs qu'on s'était fixés, qu'on nous avait fixés, que l'actionnaire nous avait fixés aussi en début d'année. On a pris, comme tout le monde, avec... on voit, alors on n'a pas encore les chiffres, on n'a pas encore atterri tous les chiffres parce qu'il y a ce deuxième confinement qui est venu complexifier l'exercice, comme si c'était pas assez difficile avant. Mais on a vu en fait des parties de notre activité se ralentir, voire s'arrêter. Alors ce qui est intéressant et ce qui nous sauve entre guillemets, c'est qu'on est multi-expertise. On a vu des métiers notamment très liés à la consommation et aux produits être très impactés parce que simplement à un moment nos clients ne pouvaient plus vendre. Des concessions automobiles étaient fermées, des produits n'étaient plus en vente et donc les réajustements ont été faits pour justement qu'il y ait le moins d'impact chez les clients. Donc c'est bien sûr les prestataires dont nous faisons partie qui ont pris sur ces sujets-là. Et donc, nos activités, pour être très concret, de RP, relations presse, relations médias, très conso, ont été les plus impactées. Certaines campagnes de publicité ont été aussi supprimées. Ensuite, ce qui nous a aidé, c'est qu'on n'était pas exposé sur un seul métier. Je pense que là où nos confrères ont le plus souffert, c'est bien sûr les métiers liés à l'événementiel qui ont été frappés de plein fouet. Et l'aspect spécialisation, dans ce cas-là, n'a pas aidé, puisqu'on est dépendant d'un métier. Nous, on a réussi à répartir un petit peu, à répartir l'impact de la crise parce que quand des métiers se sont trouvés ralentis, voire à l'arrêt, on a pu compenser avec d'autres métiers. Donc, je vais prendre un exemple très simple. Je disais que les RP consumer ont été impactés. Dans un même temps, les RP corporate, elles, n'ont pas été impactées, voire leur activité s'est vue
sous tension parce qu'il y avait encore plus de demandes sur des sujets de communication sensible de crise. Ensuite, sur la publicité, des campagnes étaient arrêtées, mais par contre, on a des clients dans la grande distribution qui, eux, ont dû surcommuniquer. Et donc, ça a permis de compenser. Alors, quand on fera les chiffres, on a déjà fait les chiffres, on suit les chiffres au jour le jour. Ça fera une année mauvaise, mais ça fera une année pas aussi catastrophique que ça aurait pu être. Et en tout cas, ça fait une année où on a réussi à... Il y a mon chat qui va venir commenter. Hop, La classique de la visio. Voilà, je vais le mettre par là. Et ça fera une année quand même où on aura... Nous, c'était l'objectif qu'on s'était fixé, c'était de préserver l'emploi au maximum. Donc, on a réussi quand même à préserver l'emploi de nos collaborateurs. Bien sûr, alors, on ne va pas se le cacher, en gelant les recrutements et les remplacements, en prenant des décisions très, très concrètes, mais ça nous a permis quand même d'amoindrir et de réduire l'impact et d'avoir un atterrissage qui ne soit pas aussi douloureux et en tout cas de nous mettre dans une perspective de croissance à nouveau pour 2021. Mais du coup, tu évoquais l'exemple du consumer, du corporate. Il n'est pas nécessairement simple de faire d'un consultant spécialisé dans la grande conso un consultant de com de crise. Donc, comment vous avez géré ces réattributions? Vous avez fait du partage de compétences, vous avez fait de la formation, vous avez fait comment? Parce que j'imagine qu'il y a eu des redéploiements, Il y a eu des redéploiements et ça a accéléré en fait une organisation qu'on était en train de mettre en place chez Ogilvy, qui était une organisation plus centrée autour du client que autour des métiers. Et ça, on le faisait avant pour les très gros clients, ceux avec plusieurs zéros, parce que c'était des scopes qui permettaient de nourrir tout le monde, si je schématise. Là, l'intérêt, si je peux trouver un intérêt à cette crise, c'est que les clients, pour rebondir sur ce que disait Elisabeth, se sont retrouvés confrontés à des choses qu'ils ne savaient pas faire ou à des choses qu'ils n'avaient pas le temps de faire parce qu'ils étaient occupés ailleurs. Et la plupart étaient occupés déjà à communiquer vis-à-vis de l'interne, puisqu'il y avait ce danger sanitaire pour les collaborateurs. Donc, beaucoup, enfin, chez les entreprises et les marques qui ont bien appréhendé cette période, eh ben, ils se sont focalisés sur l'interne et donc ils avaient besoin quand même d'une connaissance de leurs problématiques, de leur business, de leur façon de fonctionner aussi en interne. Et c'est vrai que certaines de nos missions ont été redéployées vraiment basées sur la connaissance qu'on avait de nos clients. Et cette connaissance, on l'a dans tout. Elle n'a pas de métier, en fait, elle n'a pas de couleur. Donc, on a réussi déjà, en changeant les attributions de certaines personnes, en les mettant vraiment sur du lead client et de la connaissance client. Et ensuite, en effet, on a formé. Il y a des outils qui sont transverses. Par exemple, quand on fait de la recherche, de la veille, en effet, habituellement, cette veille, si elle est pour un client corporate, elle a été gérée par des équipes corporate, mais une équipe consumer est capable de faire de la veille également. Et donc, on a réattribué… De pair, Pierre Hubert. Ah, moi, je vous vois. Vous m'entendez? Ah. Nathalie, je crois que c'est peut-être le problème vient de chez toi. J'ai l'impression que les autres intervenants… Ah, bah, on a perdu Nathalie. Je vais continuer en attendant. Et donc… on a fait un travail. Quelqu'un semble être connecté avec forcer la connexion. Donc, nous, on a fait ce travail de à la fois identifier là où le client avait besoin de nous. Revoilà Nathalie. Voilà, désolé. Oui, je ne sais pas, il y a eu un bug. Bon. Donc, ce que j'expliquais, c'est qu'on a réattribué certaines tâches, en effet, que l'on a redéployées sur des profils qui ne travaillaient pas forcément sur ces tâches-là, mais qui avaient la capacité de le faire. Donc, ça a été assez simple. Et puis ensuite, on a accepté aussi, en tant qu'agence, que certaines équipes soient moins employées que d'autres. On a eu
déséquilibre entre certaines équipes qui se sont retrouvées au ralenti, voire à l'arrêt, mais on a compensé avec les autres. Ça, c'était aussi un message d'entreprise interne où on s'est dit, et on a dit aux employés, dès le début, on leur a dit, notre objectif, c'est de préserver au maximum votre emploi. Et donc, il y a certaines personnes qui vont être peut-être un peu plus sollicitées, d'autres qui vont devoir sortir de leur zone habituelle pour aller sur des nouvelles problématiques, et ce sera fait aussi pour préserver l'emploi de tous. Donc, ça a été un mix, mais ce qui a vraiment aidé, je trouve, ça a été ce besoin des clients de nous entendre et de les avoir et de nous avoir à leur côté. Alors justement, c'était la question que j'allais te poser. Qu'est-ce qui s'est passé avec vos clients et comment vous les avez accompagnés pendant cette période? Ce qu'on a remarqué, et ce qui est plutôt intéressant, je trouve, quand on parle ensuite de valeurs et de valeurs marketées, comme disait Elisabeth, c'est que cette crise, elle était sanitaire, mais elle avait très vite des implications en termes de communication. Communication interne, communication externe. Et donc, ça a fait remonter notre expertise et la visibilité de notre expertise très fortement chez nos clients. Moi, j'ai jamais eu en toute ma carrière, j'ai rarement eu des conversations aussi intéressantes avec mes clients que celles qu'on a eues cette année, et aussi stratégiques, où on touchait vraiment au cœur du réacteur. On n'était pas là juste je schématise parce que tous les annonceurs ne sont pas comme ça, et ce serait trop simpliste de dire qu'on est souvent dans l'activation, on est souvent considéré comme des activateurs, des amplificateurs de décisions qui sont prises par les clients à d'autres endroits ou à d'autres niveaux ou dans d'autres cénacles de l'entreprise. Là, on était associé à ces conversations. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça aussi qui a permis de valoriser notre compétence. Et de nous, en tant qu'agence, ensuite, une fois la première phase, qui était la phase de confinement, où c'est sûr que le coût a dépassé la valeur, pour reprendre l'expression d'Elisabeth, parce qu'on a dû revoir tous les plans, et ce n'était pas le moment de demander des honoraires supplémentaires. C'était le moment où on était tous dans le même bateau, il fallait revoir les plans une fois, deux fois, trois fois, en jeter, en réimaginer, etc. Mais une fois qu'on a démontré cette résilience, le mot est lâché, je serai le premier à l'avoir lâché, à nos clients, je pense qu'ils ont compris qu'on était vraiment des partenaires stratégiques pour eux, et ça nous a permis ensuite de revaloriser notre accompagnement vraiment sur de la stratégie et de l'accompagnement stratégique. Ce qui, pour moi, et j'imagine qu'on est beaucoup à partager ça, c'est quand même le type d'accompagnement qui est le plus valorisé et que l'on arrive le mieux à vendre et sur lequel on arrive le mieux à vivre, qui est le plus vertueux pour nous. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans des discussions autour de scope, autour de production, etc., on rentre vite dans des négociations qui sont, comme le disait Elisabeth, mortifères pour le modèle d'agence. Alors que quand on est sur de la valeur intellectuelle et de la stratégie, on arrive à passer justement sur de la facturation au temps passé. Et c'est ça, en ce sens, qu'on a aussi réussi à amortir, puisque ce que l'on a perdu en revenus et que l'on ne reverra jamais pendant le confinement et pendant cette crise du Covid, on arrive quand même à en faire quelque chose de positif pour le futur en ayant une valeur perçue par le client plus élevée. On t'entend plus, Nathalie. Merci en tout cas pour ce message d'espoir et d'optimisme dans ces circonstances, en tout cas qui montre bien où sont les points importants de la valeur que l'on crée et donc des équilibres financiers de nos agences. Yona, je te laisse prendre la suite. Eh bien, merci Pierre Hubert. Effectivement, moi, ce que je vais retenir ici, c'est que l'agilité et l'adaptation ont contribué à préserver un peu les équilibres financiers de l'agence.
On l'a vu la semaine dernière au travers des différents témoignages des intervenants qui ont pris la parole lors du premier atelier Comen qu'a piloté Hervé. La rentabilité des agences, elle est évidemment un vrai serpent de mer. Elle l'est encore plus aujourd'hui parce que déjà malmenée, elle subit, on l'a vu, de plein fouet la crise sanitaire. On l'entendait également jeudi dernier. Alors que les impacts économiques sont lourds pour toutes les agences, en tout cas une majorité, certains annonceurs, a priori, n'hésiteraient pas à négocier les prix vers le bas, essayant de tirer parti de la situation. Alors, voilà, c'est une pratique qu'on dénonce ou pas, mais en tout cas, moi, ce soir, j'ai Caroline Cordier, qui est donc déléguée à la communication du HCRS et qui s'excuse encore des problèmes techniques là, auxquels elle doit faire face. Et elle accepte de nous livrer ce soir, sans langue de bois, son point de vue de la relation annonceur avec l'agence et a fortiori une relation qui doit être soignée en période de crise. Alors, je la mets en haut-parleur et j'espère que toutes et tous, vous l'entendrez correctement. Est-ce que Caroline, tu es parmi nous? Oui, je suis avec vous. J'ai essayé de suivre les interventions précédentes, fort intéressantes. Bon, alors, toi, en tant qu'annonceur du public, c'est quoi pour toi les clés d'une relation agence-annonceur épanouie? On va rentrer par une première question un peu générique, mais qui est primordiale là, en cette période. Alors déjà, je pense, un simple rappel, quand on est annonceur du secteur public, on a une contingence, c'est de procéder aux sélections des agences, ou en tout cas des prestataires avec qui on va travailler, selon les règles en vigueur dans la commande publique. Donc ça a ses avantages et puis ses inconvénients. On pourra revenir sur cet aspect-là, mais en tout cas, il faut déjà avoir en tête que pour être déjà en relation avec une agence, il faut des règles de l'achat public. Mais je pense que je vais dire un petit peu comme tous les autres intervenants, à la fois de la semaine dernière et de ce soir. Ce qui compte, c'est effectivement d'être dans l'échange. Et c'est de se parler vrai rapidement dès qu'on fait connaissance, d'être en capacité comme démarche. En capacité de dire les choses, tu disais, pardon, ça a coupé. Je disais, et là, elle est réciproque, c'est-à-dire que c'est à la fois l'annonceur, mais aussi l'agence. Alors je disais aussi de nouer cette relation-là rapidement, parce que souvent aussi, quand on est dans une procédure d'achat public, on n'a pas forcément eu nécessairement du temps avant de retenir un prestataire pour travailler avec lui, d'avoir du temps de se connaître. Donc il faut aussi être capable de construire cette relation de confiance assez rapidement. Et d'avoir ce parler vrai, cette posture de co-construction tout de suite. D'accord. Pour les agences, alors il y a une vraie question, on en a souvent parlé chez Comment, la question de la consultation, du temps passé lorsque une agence répond à un appel d'offres. Et on le sait bien, la rentabilité, pour le coup, elle se heurte souvent à ces exigences là, des cahiers des charges qui sont de plus en plus sollicitants, avec des livrables qui sont importants, pas de rémunération à la clé, des mises en compétition sans détail de budget ou sans précision du nombre des agences sollicitées, par exemple. Or, on le sait, ça, c'est une des pratiques qui met en péril, en tout cas qui peut mettre en péril la rentabilité de l'agence. C'est quoi, toi, ta ligne de conduite en matière de consultation, justement? Alors, toujours pareil, dans le cadre des marchés publics et de la procédure publique, on a quand même un certain nombre d'aspects qui sont incontournables et obligatoires, notamment depuis que l'ensemble de ces procédures-là se dématérialisent. On peut voir un peu plus de choses quand l'appel d'offres est en cours, via la plateforme où il a été déposé, avoir quand même un certain nombre, parce que tu parlais de ceux qui peuvent postuler ou pas, enfin, il y a des infos qu'on peut éventuellement voir. La posture... moi déjà,
Et c'est pas pour moi, c'est une posture qui n'est pas propre à la situation de crise. C'est une posture qui est générale, enfin qui est habituelle. C'est de quand même se dire qu'on a en face de nous des gens qui produisent des choses. C'est du jus de cerveau, quoi. On peut pas. Faut être respectueux de ce que l'on va demander dans le cadre de l'appel d'offres, parce qu'il va déjà y avoir une production à ce niveau-là, et qu'il faut être honnête et pas demander. Alors par exemple, je ne demande pas, quand c'est une consultation qui a trait avec une partie graphique et créa, je ne vais pas demander d'avoir des pistes créatives. Parce que si on demande ça à tous les participants à la consultation, il y en a forcément qui vont travailler entre guillemets pour rien. Et c'est pas correct. D'autant que on peut avoir déjà, pour répondre à nos critères d'évaluation, par exemple de la créativité de l'agence, des choses comme ça, avoir plutôt des notes d'intention qui sont suffisamment explicites pour déjà savoir quelles sont les pistes créatives que l'agence a en tête, sans pour autant les déployer graphiquement. Et j'avoue que ça, cette approche-là, c'est grâce à une agence que je l'ai eue il y a quelques années, par exemple, dans un échange qu'on avait eu. Tu as fait comprendre que c'était du temps passé Alors, que c'était du temps passé, je le savais, bien évidemment, mais c'était de trouver la solution, parce que c'est pareil, nous, en tant que, je dirais, communicants, on peut sur des éléments qui ne sont pas forcément aboutis, imaginer, c'est quand même notre métier, de savoir comment une prestation de com va se dérouler. Et quand on a sa direction, ses collègues qui sont moins au fait, mais qui peuvent être décideurs dans la démarche, je reviens toujours sur cet exemple de création graphique. S'ils n'ont pas une créa devant les yeux, ils pensent qu'ils n'arriveront pas à se faire une idée. Et c'était à la fois de faire cette pédagogie-là, de faire comprendre qu'on pouvait choisir une agence sur sa capacité créative autrement que par une créa graphique, qui demandait du temps et beaucoup d'investissement, et de passer par effectivement cette note d'intention qui permettait tout autant d'avoir une appréciation sur cet aspect-là. Et donc à l'époque, mon questionnement était de dire, bon, si je ne demande pas des maquettes, comment est-ce que je fais ? Comment est-ce que je fais pour que ça ait aussi un retentissement dans une résonance en interne? Voilà, en interne, et comment ça va fonctionner, quoi. D'accord. Alors ça, j'entends effectivement que tu n'as pas de demande disproportionnée, ou en tout cas tu essayes de canaliser les demandes dans le cadre de… En sorte. D'accord. Ouais. Alors, on se connaît, parce qu'on a collaboré ensemble. Il y a une autre chose que tu fais également. Tu prends le temps, et ça, c'est suffisamment rare pour qu'on le souligne, de recevoir chacun des candidats un par un pour laisser sa chance à chacun de défendre la proposition, et puis aussi de rentrer dans une première phase d'approche, parce que le lien, a fortiori en ce moment, le contact humain, il est important. Ça, c'est quelque chose que tu fais aussi. Alors oui, que j'essaye dans quel que soit le type de procédure qu'on peut retenir quand on fait notre mise en concurrence. Moi, je souhaite à chaque fois pouvoir avoir ce temps qui bénéficie aussi aux agences, à la fois parce que c'est différent, d'une part, d'envoyer ce dossier qui est écrit, et d'une part d'avoir l'opportunité de pouvoir l'expliquer. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dit dans le dossier sera expliqué dans cette entrevue, qui permet aussi de se saisir de l'intention de l'agence dans ce qu'elle a voulu faire, dire, de préciser certains points, d'avoir une ou deux questions. Je trouve que quand on peut le faire et le systématiser, ça apporte plus dans le processus de choix. Donc voilà, en effet, et puis ça permet aussi de, entre guillemets, se choisir. Et là-dessus, ça fait écho à un propos d'une intervenante de la semaine dernière de l'agence Nude, qui expliquait qu'effectivement, voilà, qu'on pouvait faire une super créa, une super présentation, un super dossier, et puis une fois qu'on commence à bosser ensemble, ça passe pas, ou c'est pas ça, quoi. Oui. Et finalement,
l'opportunité d'avoir une présentation du projet par l'agence, c'est aussi ce temps-là en tout cas de percevoir si à l'agence comme annonceur, ça va matcher aussi. Si ça fit dans la Parce que relation. c'est une grosse partie aussi du succès du projet. Enfin, Oui. ça en fait partie. Il y a un autre levier aussi qui fait que je trouve que tu es extrêmement respectueuse de cette pratique de la consultation. Je le sais, on en a parlé, hein, tu me le disais, quand on peut et quand la procédure le permet, tu t'affranchis, toi, d'un appel d'offres lorsque tu sais voilà, quel besoin peut être couvert par telle agence. A priori, si tu as identifié l'agence, tu te dis pourquoi mettre en concurrence avec un biais et donc tu t'en affranchis quand c'est possible. Tu confirmes Ouais, alors ça reste, ça reste rare quand même dans la commande publique d'arriver à faire comme ça. Mais ça, c'est justement le travers, ce avec quoi il faut composer dans le cadre de la commande publique, c'est que le principe, c'est de favoriser la mise en concurrence et notamment depuis les dernières réformes de la commande publique, c'était que les dispositifs permettent plus aux petites et moyennes entreprises de pouvoir, au même titre que les plus grandes, de prétendre à des marchés auxquels elles n'accédaient pas forcément auparavant. Mais cette mise en concurrence systématique, ça veut dire que moi, j'ai toujours comment je pourrais dire, d'être embêtée si je vois une agence qui peut postuler une fois ou 2 fois à une consultation et qui, sur ces 2 fois, 3 fois, 4 fois, n'est pas retenue, mais que c'est simplement parce qu'une autre a fait la différence sur un aspect. C'est jamais de gaieté de cœur de se retrouver à dire à une structure à nouveau on vous retient pas. Du coup c'est d'avoir Oui, je t'en prie. Du coup c'est effectivement pas forcément de s'affranchir de la mise en concurrence, mais d'avoir bien en tête que dans le dispositif de pas essorer une agence parce qu'on la retiendrait pas, alors qu'à un moment donné, dans un autre cas, on pourrait la retenir en passant par une procédure ou pas une procédure, parce que on a quelques petites marges de manœuvre, mais je voudrais pas non plus laisser penser que dès qu'on peut, on ne met pas en concurrence, parce que c'est pas ça la philosophie. Oui, en effet. Dans le secteur public, c'est ça que je veux dire. Tu disais tout à l'heure, et c'était hyper intéressant, si on peut revenir dessus, faire de la pédagogie, éduquer en interne. Alors, ça fait écho à une question là, qui a été posée il y a 3-4 minutes sur le forum. Alors, on reviendra dessus, mais ça fait la passerelle. Laetitia Colo qui nous dit le manque de plus en plus fréquent de nos interlocuteurs de connaissance de nos métiers. Alors, je vais extrapoler pour ramener à ton intervention. Faire de la pédagogie en interne pour ceux qui ne connaîtraient pas, par exemple, les prix du marché. Je crois que tu as fait ça, toi. Hein. Tu fais beaucoup de pédagogie. Tu éduques, que ce soit ta direction, tes collègues, enfin, tous les commanditaires internes. J'essaye systématiquement effectivement de faire ça quand je vois vraiment qu'on n'a pas saisi que derrière, et c'est ce que disait l'intervenant juste avant moi, on a des gens qui travaillent. Les 2 précédents intervenants expliquaient bien il y a ce qui est caché et ce qui est visible. En tant que responsable com, on a une meilleure connaissance bien évidemment que nos collègues ou de notre direction sur ces aspects cachés. Et si à un moment donné on leur explique pas, ils en prendront jamais conscience. Je me souviens, c'est une petite anecdote, mais qui nous sort du monde de la com, mais qui en même temps je trouvais être assez révélatrice. Dans le cadre de mon activité, je gère également toutes les demandes de traduction pour notre institution. Et pour le coup, on est dans le cadre d'un marché sur plusieurs années, avec un bordereau des prix dans le cadre de ce marché. Donc, dès qu'on demande une traduction, le devis se fait sur le nombre de mots qu'il y a dans le texte, multiplié par
le tarif qu'on a au mot dans notre bordereau des prix. Et quelquefois, j'ai des collègues en interne qui disent « Ah, mais il faudrait faire traduire ça, tu peux me dire combien ça va coûter ?» Et donc, je leur fais une estimation à la louche. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de m'entendre répondre « Oh là, mais c'est cher !» Je dis « Oui, mais il y a de la production intellectuelle derrière. Enfin, c'est pas du Google Trad. Hein. Oui. C'est un métier, la traduction. Et donc, c'est vraiment de sensibiliser et de réexpliquer que c'est pareil, faire de la créa, c'est pas... on n'a pas fait un dessin sur le coin de la table et puis on s'est dit, tiens, on a eu une idée, on a fait ça. Mais comme quand on se souvenait des créas, de aussi accompagner sa direction. Je pense que je dis des choses que tout le monde sait déjà, mais qui finalement, encore plus aujourd'hui, c'est important de le rappeler à notre direction et à nos collègues que choisir une créa, c'est pas simplement dire si on aime ou pas cette couleur. Enfin, c'est que derrière, faut expliquer. Enfin, on donne du sens à quelque chose. Faut savoir si le sens qui est donné, c'est bien celui qu'on voulait. Enfin, et oui, pour moi, cette pédagogie-là, elle est incontournable. Alors toi, elle est incontournable. Oui, pardon, termine. Elle est incontournable aussi quand on est des fois dans des difficultés sur un projet. Et qu'on peut aussi rejeter la faute sur, par exemple, l'agence. Ils ont rien compris ou c'est pas ça qu'on attendait. Oui, mais en même temps, est-ce qu'on leur avait bien expliqué? Enfin, c'est aussi à apprendre chez nous en interne à savoir aussi si notre demande, elle était suffisamment claire. Toi, tu le dis, tu viens de le dire, hein, tu as fait beaucoup de pédagogie pour expliquer, et tu en fais encore, pour expliquer que vous achetez de la prestation intellectuelle et à ce titre-là, c'est normal de rémunérer au juste prix. Je dirais que c'est encore plus vrai en période de crise et en la matière, toi, tu as une conviction très forte, c'est que finalement, la crise, c'est un révélateur de comportement. Complètement. C'est que ça nous indique... Juste au moment où on allait comprendre ce que la crise indiquait. Oui, manifestement, là, ça ne fonctionne plus du tout. Il y en a, on t'a perdu. Si on comprend bien, effectivement, il y a une carte à jouer pour les agences qui est celle de la pédagogie. Mais au-delà de ça, je voudrais remercier Caroline en dépit des difficultés, pour nous avoir rejoints. Merci aussi pour ceux qui sont restés, parce qu'effectivement, le son n'est pas hyper confortable. En tout cas, merci pour cette sincérité, le respect dont Caroline fait preuve à l'égard de ses partenaires agences. Moi, j'en retiens aussi une chose, c'est que finalement, il revient aussi aux agences d'aider leurs interlocuteurs à valoriser leur propre travail chez l'annonceur, le travail de leurs interlocuteurs. Parce que finalement, ça ne fait que renforcer leur position au sein de leur organisation. Et c'est aussi une relation gagnant-gagnant qui favorise la création de valeur et donc la rentabilité pour les agences. Ruben, s'il est des sociétés de services proches des nôtres qui ont su préserver une très bonne rentabilité au fil du temps, en tout cas jusqu'à il y a peu, ce sont bien les sociétés de consulting. Il nous a semblé intéressant de connaître les leviers de leur modèle pour s'en inspirer, puisque c'est précisément ce que vous avez fait en adaptant quelques leviers du consulting dont vous êtes issus au développement de l'agence mots-clés. Et puis, ce sera aussi l'occasion d'entendre un deuxième témoignage d'agence. Alors, en quelques mots, Ruben, vous retenez quoi de cette année si particulière, on va dire? À titre personnel, ce qui m'a le plus marqué, c'est la polarisation. C'est-à-dire de voir que, déjà à titre individuel, dès le premier confinement, on l'avait tous vécu de manière radicalement différente dans l'agence, entre ceux qui se retrouvaient jeunes célibataires, jeunes collaborateurs dans une petite studette à Paris, enfermés pendant plusieurs semaines, avec seul Zoom comme
comme cordon d'oxygène, d'autres qui avaient la chance d'avoir plus d'espace en province, familiale ou personnelle, et puis les jeunes parents, dont moi, vous avez pu voir tout à l'heure mes 2 filles passer une tête sur l'écran. Alors évidemment, hors de question de leur faire une remarque là-dessus. Elles subissent ça comme nous, cette situation-là. Donc elles ont acquis cette liberté aussi de pouvoir intervenir dans des réunions professionnelles. Tous les parents le savent. Et donc d'avoir, alors, ce deuxième confinement est pour le coup plus avantageux avec les écoles qui restent ouvertes, mais lors du premier confinement, d'avoir les enfants toute la journée dont on devait s'occuper en plus des impératifs de gérer. Alors chez Mots-Clés, c'était une chute les premières semaines du chiffre d'affaires, de la demande des clients de à peu près 70%, donc de devoir gérer effectivement l'inquiétude que ça génère auprès de la direction, des équipes. Voilà, donc il y a cette polarisation. À titre personnel, on l'a vécu. À titre professionnel, donc j'ai pu vous en parler aussi de Mots-Clés. Et puis évidemment, on le voit tous, il y a quelques semaines encore, toute la presse parlait de la reprise en K, cette lettre-là de l'alphabet, après que les économistes nous aient appris ce que c'était une reprise en U, en V, en W, toutes ces formes de courbes là, comme ça, qui indiquent à quoi va ressembler la reprise des cours de bourse au global. Il y a le K qui en fait se sépare en deux, donc polarise les gagnants et les perdants de cette crise, puisqu'on est en guerre, certes, mais il y a des gagnants et des perdants. Et puis, comme le disait Pierre Hubert, c'est qu'il y a certaines activités qui ont même augmenté et d'autres qui se sont arrêtées ou qui ont fortement ralenti. Et puis, on le voit aussi. Voilà, donc comment faire partie des gagnants, pas faire partie des perdants, comment faire partie du haut de cette reprise en K. Voilà, donc moi, j'aime bien cette allégorie de la reprise en K. Pour nous, ça fait partie chez Mots-Clés des mots de cette année 2020, la reprise en K. Et je fais un petit peu de promo puisqu'on lance une sorte d'étude sur les mots de l'année 2020. Vous pourrez bientôt la consulter. Alors, pour en revenir à la raison plus particulière qui nous a conduit à vous faire intervenir ce soir, quels sont les leviers du consulting que vous avez pu mettre en place chez Mots-Clés ? On se posera après la question de savoir comment ils ont résisté à cette crise. Alors, il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup dans les prémices de votre question, Nathalie, c'est que en fait, Mots-Clés, donc c'est l'agence fondée par Raphaël Haddad et moi-même il y a, 8 ans à peu près. Ni Raphaël ni moi ne venions du monde des agences de communication, ni même du côté annonceur. Donc en fait, on s'est lancé de manière des outsiders. Donc en fait, la mécanique intellectuelle qui fait qu'on aurait appliqué des méthodes du conseil au modèle des agences nous semble amusante parce qu'en fait, on n'a pas de modèle des agences, on ne sait pas réellement comment fonctionne une agence de l'intérieur. On a créé notre agence et aujourd'hui, oui, on fonctionne comme une agence parce qu'on est une agence, mais de facto, on a créé notre propre modèle en fait. Donc très fortement inspiré par mon expérience du conseil, puisqu'ayant passé une dizaine d'années dans un cabinet de conseil international, donc McKinsey, forcément, ça a impacté ma manière de construire une équipe et c'est une expérience qu'on a voulu évidemment mettre au cœur de la croissance de Mots-Clés. Alors, quels sont les 3 leviers principaux qui sont ressortis de cette expérience? Il y en a un, le premier, c'est, je pense, clairement qui vient de McKinsey, mais qui est clairement au cœur de la stratégie de Mots-Clés, c'est les talents. Globalement, on considère que avoir une équipe, ça change du tout au rien en fonction des gens qui la composent. Donc, que ce soit en termes de créativité, que ce soit en termes d'efficacité, de capacité d'apprentissage, il faut constituer cette équipe de talents, des meilleures personnes qu'on va pouvoir recruter. Donc, ça demande à la fois une capacité d'attractivité, il faut attirer ces talents, et chez Mots-Clés, ça veut dire être à l'écoute des bruits, du ressenti, à l'écoute des jeunes talents qui finissent leurs études, qui recherchent un travail, qui souhaitent ensuite se développer. Donc, ça veut dire, par exemple, entre autres, mais c'était pas seulement la raison, mais entre autres, être à la pointe d'une évolution qui touchait les métiers de la communication lorsqu'il y a eu quelques années des débats sur l'écriture inclusive, donc de se positionner, de prendre parti, de s'investir sur cette question-là, comment cette évolution de l'égalité femmes-hommes
a un impact sur les entreprises. Donc, sous notre angle de communicants, sous la question linguistique, une des questions dans laquelle Raphaël Haddad a fait son doctorat, de se positionner. Et puis, ça a un impact aussi auprès des talents, puisque l'engagement, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à nos jeunes collègues, à nos jeunes collaborateurs. Aujourd'hui, on a un autre sujet, et Raphaël le pousse aussi dans sa collaboration en tant que secrétaire chez Command, c'est la question du harcèlement, la question alors, il y avait tout un parcours, toute une discussion ces dernières semaines au sein de l'association sur et puis avec un événement, etc. Et puis il y a toute une série de choses qui sont prévues, mais globalement, la question des talents aujourd'hui, les questions qu'on se pose dans les écoles et dans les formations, c'est est-ce que ça vaut le coup encore de bosser en agence? Est-ce que les dés ne sont pas biaisés, ne sont pas pipés? Quelle est cette question du harcèlement? Est-ce que c'est vraiment le bon endroit pour commencer sa carrière? Et en fait, ces questions-là, elles sont extrêmement importantes, parce qu'en fait, si on n'est pas capable d'attirer les talents, on n'est pas capable d'attirer les personnes qui seront les plus polyvalentes, ont le plus de capacité d'apprentissage, ont le plus de créativité, eh bien, on perd forcément un atout pour évoluer. Donc voilà, je vous présente Lia, ma grande fille. Donc en plus de cette capacité à attirer les talents, donc il faut aussi les recruter. Donc là, j'avais pu évoquer tout à l'heure le fait qu'une autre casquette qui était d'avoir cofondé aussi un cabinet de recrutement. Donc effectivement, on partage nos locaux entre Moclé et Spike, donc ça aide aussi d'avoir cette proximité culturelle de recruteurs, donc de savoir effectivement mettre en place des process qui vont bien pour recruter les bonnes personnes. Donc c'est au service aussi de l'agence. Et puis on propose des parcours. Et je pense que c'est ça, si je devais garder un point principalement, enfin si je voulais vous soumettre une idée, principalement parce qu'effectivement tout le monde cherche à recruter des talents, ça j'en ai aucun doute, mais ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de proposer et en tout cas de mettre du poids, de mettre de la réalité concrète, tangible, derrière des parcours de progression et d'apprentissage. Donc en fait, lorsque quelqu'un rejoint Moclé, il sait qu'il s'engage dans un parcours, donc qui sera rythmé par des étapes, par un parcours d'apprentissage qui est formalisé, qui est suivi, qui va être l'objet de nombreuses discussions dans les équipes de chefs de projet et de management sur comment chacun des consultants juniors avance dans son parcours vers plus de responsabilités, et on part sur un parcours de plusieurs années et dans lequel on a essayé de mettre du vrai contenu en termes de formation, en termes de progression, en termes d'acquisition de compétences, et qui est un parcours valorisant, puisqu'il y a des promotions, il y a effectivement un parcours salarial qui suit aussi. Voilà, on a par exemple commencé à intégrer des parcours CIFRE. Donc CIFRE, c'est les contrats de doctorat, dans lequel vous pouvez à la fois travailler à mi-temps pour une entreprise et travailler à mi-temps, enfin tout en étant travailler à l'intérieur de l'entreprise, compléter une thèse. Donc on a un premier contrat CIFRE avec nous, on va en ouvrir un deuxième, parce que ça crée effectivement cette capacité d'attraction de talent et d'engagement sur plusieurs années pour pouvoir avoir ce parcours. Voilà, donc si je devais donc parler du premier levier, c'est vraiment les talents, c'est cette question du recrutement, de l'attractivité et des parcours qu'on leur propose. Ok, pas de changement avec la crise sur ce volet-là? En fait, tout à l'heure, je m'étais permis de noter une phrase de Pierre Hubert là-dessus qui parlait de préserver l'emploi. Donc c'était aussi une question chez Moclé, avec peut-être ce petit décalage, c'est qu'on ne va pas chercher à préserver l'emploi, mais on a cherché non seulement à préserver l'emploi, mais aussi à préserver le parcours des gens. Faire en sorte qu'ils aient toujours les mêmes perspectives, en tout cas des perspectives de développement, d'apprentissage, des perspectives d'opportunités chez les clients, de manière à pouvoir continuer leur parcours, le parcours sur lequel on s'est mis d'accord, le parcours qu'on alimente au fur et à mesure. Donc voilà, la crise, effectivement, a mis un coup d'arrêt. On a parlé tout à l'heure de la baisse du chiffre d'affaires, mais par exemple, on a choisi de mettre personne au chômage technique à 100%. On a eu recours pendant quelques mois, pendant le plus fort de la crise, à du chômage technique, mais on l'a fait à temps partiel, de manière justement à pouvoir continuer à engager chacun dans l'agence dans sa progression et dans son propre parcours. Ok, donc vous parliez de 3 leviers, il nous en reste 2 autres à découvrir. Quel était le deuxième? Alors, tout à l'heure, Elisabeth a parlé de vendre du temps comme étant le levier vers un modèle
plus de boîtes de conseil. Hein. Donc effectivement, c'était pour nous une évidence qu'il fallait vendre du temps et pas des livrables en fait. Et donc on s'est attelé dès le début à faire des propositions commerciales en vendant du temps. Maintenant, effectivement, ça suffit pas pour vendre du temps. Donc la forme de twist, je ne sais pas exactement comment présenter ça, mais la forme de méthodologie en tout cas qui nous aide à cadrer l'émission sous un facteur temps, c'est la méthodologie qu'on vend qui va avec. En fait, on propose aux clients non pas seulement d'acheter des livrables, effectivement, il y a des objectifs dans un projet, mais d'acheter une méthodologie agile dans laquelle on passe de la logique de livrable à la logique de temps passé. Donc, il y a une date de début, une date de fin, il y a une mise sous contrôle du calendrier de production et une mise sous contrôle des boucles de validation, des boucles de coproduction avec les clients. Donc en fait, toute cette méthodologie qui en fait vient proposer finalement de partager cette valeur créée avec le client, puisque on a la conviction chez Mot-Clé qu'elle apporte non seulement de la valeur pour Mot-Clé de passer de cette logique de livrable à la logique de temps, mais aussi elle apporte une valeur au client puisqu'elle évite d'avoir des dates de rendu qui s'éternisent, elle permet d'avoir des propositions commerciales ajustées, justement en fonction de ce critère-là, mais plus rentable pour nous, puisque effectivement on met sous contrôle la notion du temps. Alors évidemment, ça demande aussi en interne d'avoir un suivi. Donc, demander à l'équipe de suivre la charge de travail sur le temps. Mais en tout cas, ce suivi-là, il permet de nous rendre plus légitimes lorsqu'il s'agit d'engager les discussions avec les clients, lorsqu'il y a des dépassements de temps. On a la capacité à avoir tracé les dépassements, à avoir de temps en temps des discussions de bilan avec nos clients sur où on en est sur cette question du temps. Mais alors du coup, dans une période où on sait les coupes budgétaires quand même sont abattues de façon importante, alors même si un petit release de fin d'année, parce que des budgets non utilisés sont actuellement en train de compléter le travail des agences, mais malgré tout, il y a quand même des coupes. Comment se passent ces négociations ? Alors, je dirais que je pense qu'on a tous la même expérience, le même vécu. C'est effectivement plus difficile, hein, il n'y a pas de doute. Hein, on n'a pas de formule magique pour ça. On est tous invités à trouver, à être force de proposition, trouver des solutions, trouver de la flexibilité. Nous, ce qui est important, c'est de tenir le cadre. Donc, en fait, le cadre, c'est qu'on a institué, enfin, on a dans le cadre habituel avec nos clients des prix jours, hein, des TJM, et ceux-là, on considère qu'il ne faut pas les baisser. Donc, quand on fait des réductions, ce n'est pas sur le prix du tarif jour, puisqu'en fait, c'est ça qui, au lendemain de cette crise, on l'espère, nous permettra de revenir et de défendre les prix de l'agence. Par contre, effectivement, il faut faire des réductions, donc ça va être des ajustements de façade sur le temps que ça prend. Ça va être des réductions dans certains cas. On n'a pas de miracle, on n'a pas de solution miracle pour ne pas baisser les prix dans une période. Oui, mais en fait, ce qui est important quand même de retenir, si je puis me permettre, c'est que vous ne touchez pas au prix jour. Nous, il nous semble important de ne pas toucher au prix jour. Voilà, il nous semble important de pouvoir considérer que s'il y a un élément dans le mécano qui reste, c'est la valeur qu'on a attribuée aux contributions des différents rôles et des différentes personnes. Et ne serait-ce que pour préserver l'avenir. Voilà, et on pense que c'est la bonne approche pour préserver l'avenir. C'est en fait, d'abord, à titre personnel, on n'a pas envie de dénaturer ou de faire un discount sur la valeur attachée à chacun des rôles dans l'agence. On n'a pas envie de changer le discours là-dessus. Donc, on considère que c'est une valeur qui est juste, qui a été réfléchie et qui correspond à la valeur créée. Après, effectivement, lorsque les budgets baissent, lorsque les clients sont plus attentifs eux-mêmes à leur propre argent, on essaye on essaie de ne pas se retrouver cornérisé, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment on dit en français, mais de ne pas se retrouver obligé à négocier comme si on négociait un tapis. Oui. Mais on essaie de considérer que la discussion, elle tourne autour de se mobiliser pour nos clients dans des périodes difficiles, et que cette mobilisation, c'est une forme d'investissement, que les clients, on fait en sorte qu'ils soient sensibles et qu'ils comprennent qu'on est à leur côté. Et donc, ce n'est pas le moment pour aller demander plus d'argent, c'est le moment dans lequel on fait un effort, nous, sur nos prix et sur nos marges, mais on essaie de faire en sorte que la discussion soit sur cet angle-là, sur l'angle de l'effort commun,
l'angle de l'effort de guerre, en quelque sorte, auquel on est prêt à se soumettre pendant cette période de crise. Et je pense que ça me permet d'introduire le troisième levier, qui est effectivement le niveau d'interlocuteur qu'on essaye d'avoir. Et ça sera sans surprise. Évidemment j'imagine que tout le monde autour de la table vise les interlocuteurs de direction générale et les plus décisionnaires dans les entreprises clientes. Ça me semble une évidence. Ça l'était aussi pour moi venant d'une entreprise, d'un cabinet de conseil spécialisé dans les directions générales. Donc effectivement, la question, c'est comment on trouve une porte d'accès à ces dirigeants. La porte d'accès qu'on a développée, c'est le knowledge, en bon français. Donc, c'est une capacité à créer du contenu original, créer du contenu pertinent. Donc, c'est un investissement que l'agence fait. Elle se fait en particulier par Amina Bellage, qui est notre consultante en chiffres, mais aussi elle est portée culturellement par l'ensemble de l'agence. Lorsque je vous parlais tout à l'heure du projet sur les mots de l'année 2020, eh bien, on a fait une première journée de rédaction où chacun dans l'agence a pris un mot. Donc, sans surprise, moi, j'ai pris la reprise en cas et a rédigé un petit article dessus. Et donc, c'est important pour nous d'impliquer culturellement toutes les personnes dans l'agence, mais en particulier les personnes qui ont fait de la recherche leur métier, sur la création de contenu qui va intéresser nos clients. Donc en fait, ça peut permettre, par exemple, de réfléchir sur des notions comme la notion de négociation dans ce qui est de l'évolution des termes de l'innovation, et d'engager avec nos clients une discussion originale, une discussion pertinente sur conceptuellement les sujets qui les intéressent. Ça nous permet donc d'avoir l'oreille de dirigeants généraux, de PDG, etc., parce qu'on arrive avec ce niveau. Et c'est en lien évidemment avec l'engagement dont je vous parlais tout à l'heure, puisque certes, des sujets comme l'écriture inclusive, c'est un sujet assez clivant, mais en fait, c'est aussi un sujet qui sert cette stratégie, puisque au-delà de la question de l'engagement, il y a aussi une question de compréhension, de trouver des experts qui peuvent expliquer des mouvements qui se passent, il faut être capable de les expliquer à des directions générales. Donc, on essaye en tout cas de se positionner sur ce segment d'interlocuteurs. Ok, bien, merci beaucoup à tous les quatre. Mylène, je crois que le temps est venu de poser des questions, donc je te laisse faire. Voilà, merci Ruben. On a vu effectivement que de par ton témoignage, investir sur les talents, c'était un des axes et un des leviers qui pouvait nous permettre de créer de la valeur. Le knowledge aussi, qui peut être un partage de connaissances pour nourrir ses clients et réussir à obtenir des contacts assez crantés. Et puis, ce process un peu différent de la méthode agile que tu as évoquée. Et du coup, j'en arrive très vite à passer aux questions parce que je fais un peu le timekeeper aussi. Et du coup, je vois une question et je pense, Ruben, que ça peut être intéressant éventuellement que tu puisses y répondre. Donc, c'est Emmanuel Maillet-Chaminon qui pose cette question. Avez-vous des expériences ou des exemples réellement innovants de business model d'agence ? Y a-t-il des agences qui tentent autre chose que la sempiternelle négo qui mange sur la marge? Et y a-t-il des agences qui fonctionnent en écosystème, y compris avec leurs clients? Donc, tu as évoqué des petites choses qui pouvaient un peu conduire à donner un peu de sens et à pouvoir approfondir peut-être cette question. On ne t'entend pas, Ruben. Oui, voilà. Alors, excusez-moi, j'étais en mute. Donc en fait, quand je lis le mot réellement innovant, alors effectivement, je n'ai pas le sentiment que... ça fait du bruit. J'ai pas le sentiment qu'on soit nous-mêmes réellement innovants. Enfin, on essaye d'innover, mais je pense pas qu'on soit disruptif. Donc, je n'ai pas de formule magique ou d'exemple réellement disruptif. Je pense qu'il trouvera certainement dans la digitalisation des startups qui proposent en partie des morceaux de la chaîne de valeur, des morceaux du service et qui font ça peut-être de manière disruptive. Nous, on n'a pas cette ambition à ce niveau-là d'être réellement disruptif. On pense qu'on est différent, mais finalement, on est une agence. Donc, voilà.
et on est confronté aux négociations. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. On négocie avec le client et finalement, c'est normal que les clients. Enfin, il y avait une annonceuse tout à l'heure. C'est normal que les clients négocient. Enfin, ça fait partie du jeu. C'est sain, c'est comme ça, et c'est à nous de défendre la valeur qu'on apporte. Et il y a vraiment, enfin, il y a un sentiment aussi que je vis moi, alors à titre tout à fait personnel, comme une anecdote. Donc, j'ai voulu, j'étais sur un projet d'achat immobilier ces dernières semaines, et le contexte aidant, j'ai pu faire une offre beaucoup plus basse que le prix, et elle a été acceptée. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, il y a un effet d'aubaine de se dire dans le contexte, c'est pas facile pour personne, et ça donne envie de tester vers le bas les limites. Donc, voilà, c'est juste humain, et on peut se retrouver aussi de l'autre côté de l'équation à aussi essayer de soi-même bénéficier d'une tension sur la situation. Et par contre, la question de l'écosystème, elle me parle beaucoup plus. Je pense qu'effectivement, elle est vertueuse, c'est être capable de créer des relations en étant embarqué dans les équipes, chez ses clients, en mettant en relation les clients. La négociation juste à côté, merci. On est au cœur de la négociation. Donc la question pour nous, par exemple, cet écosystème, la manière dont on le vit, c'est d'aller embarquer certains de nos clients dans des appels d'offres communs. Sur des sujets un peu connexes, mais où il y a aussi une part de communication, mais qui leur correspondent à eux aussi. C'est d'essayer de trouver des opportunités pour nos clients aussi, sur lesquelles on est gagnant-gagnant. Et qu'on ne soit pas juste un poste de coût, en essayant de les convaincre que c'est un investissement. Non, pas seulement ça, mais qu'on soit aussi un poste de revenu, en fait, qui est une ligne de revenu attachée à un travail fait ensemble directement. Parce qu'on est capable de répondre à tel appel d'offres ensemble, on est capable de le gagner ensemble, et même si c'est nos clients, on est capable aussi de faire des choses avec eux, au-delà que les facturer. D'accord. Écoute, très bien. Merci Ruben pour cette réponse. Alors, je vais me tourner, je pense, vers Elisabeth, parce qu'Elisabeth, par rapport à ton intervention, il y a eu beaucoup de réactions et de questions. Donc, j'ai essayé de les regrouper un petit peu pour voilà, qu'on aille assez vite. Je fais attention au temps aussi. Donc, une première question, c'était effectivement comment suivre et bien gérer les temps passés des équipes sur un projet. Et ça allait jusqu'à, effectivement, est-ce qu'il existe des outils aujourd'hui pour des petites équipes? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu si tu as des... On ne t'entend pas, Elisabeth. Suivre les temps passés, suivre les temps passés, tu m'entends là? Oui, ça y est. Ouais. Suivre les temps passés pour les équipes, il n'y a rien de mieux qui a été inventé que les feuilles de temps. C'est-à-dire que les feuilles de temps, c'est quand même la meilleure invention. Alors après, il y a des outils qui sont extrêmement performants. On peut faire des feuilles de temps sur Excel. À partir du moment où on veut traquer le temps, il faut que les équipes se soumettent à la logique de la feuille de temps et renseignent ces informations. Voilà. Après, il y a des outils qui sont beaucoup plus sophistiqués qui permettent d'avoir des analyses de rentabilité en temps réel, quasiment. Très bien. Est-ce que, alors je pense qu'il y avait une autre question aussi qui, je pense, te concerne. Comment intégrer les temps des commerciaux et de l'administratif qui comptent aussi dans les temps globaux? Ok. Alors, soit on les intègre déjà dans le prix, soit on les intègre déjà dans le prix qu'on affiche de ces coûts-là, hein, des coûts des créatifs, de la prod, soit on intègre direct le coût des commerciaux et de ceux qui ont travaillé dessus de façon invisible, soit on les valorise et on les market par ailleurs. Il y a deux techniques là-dessus. Soit dans ma créa, j'intègre déjà le coût de mes commerciaux, soit je valorise le temps
le brief des créatifs, le temps passé par les commerciaux en plansboard, la valeur ajoutée qu'ont les commerciaux sur la sélection des projets, sur la rédaction de la présentation auprès du client. Donc voilà, c'est soit je le market, soit je l'intègre d'ores et déjà dans le coût initial. Mylène, je vois qu'il y a une question sur la partie variable qui. Oui, qui alors je voulais finir sur la partie vraiment temps vendu et après passer effectivement sur l'aspect plutôt ratio dans le cadre des appels d'offres. Sur la partie temps vendu, il y avait une dernière question qui est comment on procède pour facturer des temps dépassés, des dépassements de temps. Il faut l'avoir anticipé le plus possible. C'est-à-dire que ce qu'il faut être très clair sur ce qui fait partie du scope ou du temps passé sur ce projet-là et avoir déjà anticipé sur l'aller-retour de plus, l'itération de plus, en plus sera facturé idéalement d'en donner le montant. Et si on ne peut pas en donner le montant, donner une fourchette. Mais plus je vais anticiper, plus je vais dire, je vous donne un exemple, hein, rédiger la présentation sous le masque du client, voilà, par exemple, hein, qui est une demande que peuvent faire certains annonceurs de faire leur propre présentation. Ben voilà, ça vaut X euros et de le préciser. Quand bien même le client ne me l'a pas demandé, je sais qu'il va éventuellement le faire. Et ben je le chiffre par avance, je le mets en option en dessous du total. Ok, très bien. Je pense que on a une réponse qui est constructive. Donc je te rejoins Ruben parce que je trouvais que cette question était aussi assez intéressante. Est-ce qu'il y a un ratio conseillé pour les réponses à des consultations versus le travail vendu? Voilà. Est-ce qu'il y a un ratio conseillé pour vendre des réponses à des consultations par rapport à celui que tu as évoqué tout à l'heure sur le travail vendu? Est-ce qu'il y a un mode de calcul différent? Tu t'adresses à moi, c'est ça? Alors, à toi, Ruben, ou si Elisabeth aussi a déjà eu ce type de questions à traiter. Alors, moi, j'avais trouvé la question juste à côté, en fait, sur la négociation sur la partie variable, qui est juste à côté de cette question-là. Ah oui, absolument. Alors, si tu veux, elle m'évoque des choses, puisqu'on est en plein sur cette question-là chez Mots-Clés, effectivement, avec des clients qui, en fait, sont ravis d'aborder cette question-là aujourd'hui, et on les comprend, parce que ça fait partie de ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure, l'engagement en période de crise. Donc s'engager, à un moment, si on s'engage, on met aussi cette question sur la table, de l'engagement sur le succès de la mission, et puis évidemment les enjeux financiers. Donc nous, on a essayé comme ça de réfléchir à quelle pourrait être la formule qui marcherait bien et qui à la fois vient répondre aux objectifs du client et à la fois vient répondre à nos objectifs, effectivement, de ne pas laisser la valeur sur la table, de défendre la valeur qu'on propose, etc. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est une réduction sur le fixe qui soit suffisamment significative, donc de l'ordre de 30 à 40%, pour que ça change quelque chose pour le client. Et par contre, proposer un variable qui va nous permettre de monter, si tous les objectifs sont atteints, à 120-130%. Donc d'avoir globalement un ratio 50-50 à la fin, puisqu'il y aurait, disons, 60-60. Donc ça nous permet d'écrire une histoire à la fois optimiste, puisqu'en fait, nous, on est là pour remplir les objectifs, et on va les remplir, tout en prenant une partie du risque sur nous. Et le fait qu'on prenne une partie du risque sur nous, c'est ce qui explique pourquoi on propose un deal avec du variable à 120% et pas à 100%. Et donc, toute la subtilité, c'est de faire accepter par le client que le deal d'avant, en fait, était un deal meilleur d'un point de vue financier, mais sur lequel il prenait une partie du risque, que le deal, maintenant, on prend le risque sur nous, et dans le cas d'atteinte de 100% des objectifs, le deal soit meilleur pour nous financièrement. Donc, c'est pas évident, hein, il n'y a pas encore une fois, pas de formule magique, mais il y a un argumentaire. Et en tout cas, le sentiment, nous, d'y voir une opportunité de valider notre engagement auprès de nos clients, une fois de plus,
à travers des actes concrets, donc prendre une partie du risque sur nous, s'engager sur des résultats concrets, et aussi une opportunité financière voilà, cette année était évidemment difficile pour tout le monde. En fait, c'est une opportunité de faire du 120% financièrement, on est partant. Voilà. Ok. Donc, ça répond pas forcément à cette question que j'évoquais tout à l'heure. Et je pense qu'Elisabeth, tu peux peut-être essayer de répondre à cette question-là. En fait, est-ce qu'il y a un ratio conseillé pour vendre des réponses à des consultations versus du temps vendu? Est-ce qu'il y a un ratio qui s'applique, un mode de calcul un petit peu différent? Moi, la question que j'entends, c'est est-ce qu'il y a un ratio conseillé entre allouer du temps aux newbies et allouer du temps à la production vendue par les collaborateurs. Et donc, comment est-ce que je fais travailler mes collaborateurs sur du newbies, à quel pourcentage je les fais travailler sur du newbies par rapport à la... Voilà, un mode de calcul, un pourcentage. La question, elle est hyper intéressante. Je ne sais pas si je sais y répondre. C'est plutôt un directeur financier qu'il faut interroger sur ce point-là. Je me renseigne, je regarde. S'il y a une réponse, je te la transmets, Mylène, et puis D'accord. elle vous sera transmise. Ok, très bien. Alors, je regarde dans les questions. Joss a posé des questions. Bonjour, Joss. Et j'ai vu quelques questions que tu avais posées. Je pense qu'il y en a une qui peut être intéressante. C'est est-ce que tous les clients en ce moment négocient, même ceux qui se portent bien? Faut-il différencier les clients suivant l'impact pour eux de la crise et accepter ou non une baisse de nos prestats en fonction? Alors, je me reconnecte et j'essaye d'avoir Caroline qui pourra répondre en tant qu'annonceur à cette peut-être, question. voilà, si elle arrive à nous rejoindre. Alors, Caroline, on t'entend? C'était plus sur la question de l'éthique, c'est ça Alors, est-ce que Joss nous pose la question de est-ce que tous les clients négocient? Tu le disais tout à l'heure et on t'a perdu à ce moment-là, donc c'est l'occasion peut-être de reboucler avec ce que tu disais absolument sur finalement la crise est un révélateur des comportements. Ceux qui ont un comportement vertueux, a priori, c'est antérieur à la crise et donc on continue d'appliquer les bonnes pratiques et inversement. Donc, toi, ton point de vue sur le sujet? Ça rejoindra aussi ce que Ruben a pu dire tout à l'heure avec son anecdote d'investissement immobilier où en effet une négociation va toujours faire partie d'un échange, d'un deal quand on achète une presta. Et d'ailleurs, encore une fois, sur les procédures d'achat public auxquelles je me réfère, on peut introduire une à proprement parler, qui est comme ça, qui est une phase de négociation. Alors, c'est pas simplement des négociations financières, mais c'est pas pour autant que si c'est un comportement qui fait une étape qui fait partie du dispositif, qu'elle doit être complètement dévoyée en période de crise. D'ailleurs, il y a une question. Et donc, en fait, c'est en ce sens où je dis qu'effectivement, pour moi, la période de crise serait un révélateur et c'est ma conviction, est un révélateur. C'est une autre question de Joss, d'ailleurs. Oui, c'est en effet une des autres questions. Et une autre question de Joss. Absolument. Et une autre question de Laetitia Colo à nouveau, qui parlait, qui nous disait les clients les plus éthiques en ces temps troublés semblent être ceux qui ont le plus respecté leurs collaborateurs durant le premier confinement. Tu partages? Enfin, complètement. Après, est-ce qu'on doit en faire une règle? Je veux pas responsabilité là, mais oui, je partage complètement ce point de vue. Encore une fois, anecdote, quand j'ai retrouvé confiné au premier confinement, j'étais en plein dans un projet éditorial et en même temps, quand on a débriefé avec les prestats,
Et alors ça aussi, c'est un point que je trouve important. Il y a le brief, hein, il y a l'appel d'offres, il y a tout ça. Et puis une fois qu'on a bossé ensemble, le débrief, ça fait aussi partie de cette relation vertueuse qu'on a avec nos prestataires. C'est de savoir se dire à la fois les choses avant, pendant, mais aussi après. Enfin, tirer un regard, une auto-évaluation. Et donc, pour en revenir à mon anecdote, il s'est trouvé que j'étais là pour le coup avec des prestataires. On a vraiment été dans la co-construction, c'est-à-dire qu'on était contents mutuellement d'être ensemble à ce moment-là, je dirais. Dans les conditions où on a dû poursuivre le projet, j'étais à la fois contente d'être avec eux à ce moment-là et j'ai l'impression que la réciproque était vraie. Donc, oui, c'est d'autant plus révélateur que la crise, elle nous a malmenés et qu'à ce moment-là, si on était déjà dans des dispositions qui étaient celles d'une relation annonceur et agence la plus bénéfique, ça ne pouvait que se continuer. Merci. Très bien, Ruben est appelé, je crois. Alors, je passe en revue les questions, mais il me semble a priori qu'on a répondu à pas mal de questions. Je pense que il y en a plus, me semble-t-il, sur lesquelles on n'a pas. Ah si, peut-être celle-ci. Pourquoi les appels d'offres publics ne sont pas rémunérés? Alors peut-être que Caroline peut encore éventuellement, voilà, si elle est toujours en ligne, répondre à cette question. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. La question. C'était une petite question, voilà, pour conclure. Ah ouais, super. Il y a quand même, je vais peut-être pas répondre complètement à la question, mais ce qu'il est possible, je vous avoue que moi, dans mon parcours, je l'ai jamais vu où j'ai eu à intervenir. On peut proposer de rémunérer, par exemple, des créas, une sorte de montant forfaitaire où on rémunère des créas. Aujourd'hui, alors moi, je me suis jamais retrouvée dans cette situation-là et c'est un peu difficile même. Je crois que une fois, j'ai dû vouloir le suggérer à ma direction et j'ai eu beaucoup de mal ça n'a jamais été accepté. Donc après, pourquoi je ne saurais dire. Je ne saurais dire. C'est comme quand vous allez quelque part et qu'on vous dit on va vous faire un devis, mais le devis va être payant. Non mais c'est. Non mais. C'est un peu ça. Je veux pas paraître irréguleuse. Je n'ai pas la réponse à cette question-là. Enfin, tu apportes quand même une réponse, toi, à ton niveau, pour reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure, hein, en ne surchargeant pas les cahiers des charges, en ayant des demandes qui soient quand même réalistes, compte tenu, considérant le temps qu'on y passe, les agences. C'est exactement. En demandant une demi-réponse. La prestation faite au moment où on commence le boulot, quoi. Voilà, ça peut être effectivement riche d'enseignements et puis un exemple à suivre. Voilà, peut-être. Merci, Caroline. Il y avait une question qui était intéressante et puis Joss évoquait aussi, est-ce que la crise du Covid n'a pas finalement juste accéléré les problèmes structurels que les problèmes d'appel d'offres, on en parle encore à l'instant, de coûts structurels, des problèmes vraiment de fond qui existent depuis un petit peu de temps. Et voilà, le problème lié à notre métier de la création de valeur, des créations, du conseil vendu par les agences. Voilà, est-ce que vous pouvez peut-être prendre un peu la parole, Pierre Hubert, si tu veux essayer de prendre la parole par rapport à ça sur les questions on t'a pas beaucoup entendu. Oui, je pense que c'est vrai, ça a accéléré, mais ça a accéléré les problèmes, comme tu dis, structurels du modèle. Après, est-ce que ça a créé des opportunités, comme on le disait tout à l'heure, de revaloriser et de trouver des nouvelles voies de croissance? Moi, je pense aussi.
Mais en effet, l'empilement, l'empilement des profils, le côté aussi très fermé sur les disciplines. Ouais, toutes ces choses-là, en effet, c'était un modèle qui allait sûrement à sa perte et et en ce sens, ça s'accélère. Par contre, plus stratégique, plus centré sur le client, comme le disait Ruben, plus apporter aussi, avoir ce rôle de mettre en relation les clients avec les bonnes agences aussi, les bons spécialistes. Nous, c'est ce qu'on fait beaucoup et de plus en plus, c'est je pense que cette pédagogie dont on parle beaucoup dans les échanges, d'expliquer notre métier, c'est aussi d'expliquer ce qu'on ne fait pas. Par contre, qu'on est capable d'apporter des bons partenaires. Parce que quand on partage des valeurs, quand on est reconnu par le client pour certaines choses, que ce soit la stratégie ou la créativité, etc., on devient aussi un gage de confiance pour le client. Et quand on lui amène les bons partenaires, ils nous en sont très reconnaissants également. Et pour eux aussi, parce que c'est stressant, je pense, du côté des annonceurs, de faire rentrer des nouveaux, d'être sûr qu'on va trouver le bon partenaire, qu'il va délivrer ou qu'elle va délivrer en temps et en heure, dans le budget, etc., etc. Donc, aussi de travailler en réseau, on avait parlé pas mal avec Nathalie en préparant, c'est comme on parle de l'entreprise un petit peu réticulaire, ce gros mot, où on essaye de construire des réseaux au sein de l'entreprise, je pense que créer des réseaux avec les clients, c'est aussi une des nouvelles voies qui, en effet, se sont révélées encore plus intéressantes en cette période de Covid. Bon, je crois que Très bien, merci Pierre Hubert. Oui, je regarde l'heure et je me dis qu'effectivement, voilà. Et voilà, il est tard. Voilà, il est tard, absolument. Donc, merci à tous. Et puis, voilà, on a été particulièrement voilà, touchés et on vous remercie chaleureusement pour ces témoignages. Voilà, ça c'est des témoignages tout en transparence, en vérité. Vous nous avez partagé vos quotidiens, les incertitudes qui sont les vôtres aussi aujourd'hui, des doutes, hein, et puis des expertises, des convictions et pas mal d'idées de levier qui vont aider, je pense, voilà, nos pairs agences aujourd'hui à être inspirés et à essayer de se relever, hein, et à préserver durablement leurs équilibres financiers. C'est un petit peu ce qu'on souhaite nous tous là dans notre réseau des agences. Merci Nathalie, voilà, qui a orchestré ce talk. Merci à toi Yona, voilà, et merci pour le partage qu'on a eu toutes les trois, qui était super intéressant et enrichissant. Merci à vous tous encore. Et puis voilà, en tant que moi-même dirigeante d'une petite agence, je repars, je trouve, voilà, j'ai pas été épargnée, bien sûr, hein, comme tout le monde, et je repars extrêmement reboostée avec un regain d'optimisme, et j'espère que voilà, ceux qui nous ont suivis et qui sont dans des agences, voilà, et qui ont vécu un petit peu tout ça et ces problématiques qu'on rencontre, faut pas se leurrer, je pense, nombreux d'entre nous ont le même ressenti avec ce vent d'optimisme quand même et ces solutions qu'on a présentées ce soir. Merci à tous. Bonne soirée. Merci.